Donc, tout d'abord, je vais me présenter. Je suis le professeur Franck Diemer. Je travaille à l'université de Toulouse, où mes trois missions m'amènent à faire de la recherche, où depuis une vingtaine d'années, j'étudie les contraintes instrumentales des instruments en nickel titane et le nettoyage endodontique dans son ensemble. D'un point de vue universitaire, je suis responsable de l'enseignement des deuxièmes cycles et des troisièmes cycles en endodontie, mais aussi co-responsable du DU, du diplôme universitaire de médecine bucco-dentaire du sport, et du DU d'hypnose. Enfin, au niveau des hôpitaux de Toulouse, je m'occupe de l'encadrement des stagiaires, bien sûr, mais aussi des consultations de recours, soit en endodontie, soit en soins spécifiques. Donc quels sont les objectifs du traitement endodontique? Les premiers objectifs sont des objectifs géométriques, où on va chercher à donner de la conicité au canal, à avoir un élargissement en 3D du système canalaire, mais en étant capable de maintenir la courbure, de ne pas toucher au diamètre du foramen apical et de préserver la totalité des structures dentinaires. Cela afin d'être capable d'éliminer complètement le contenu organique du canal, que ce soit la pulpe, les débris nécrotiques, mais aussi lorsque la dent est infectée, tous les germes et les produits de dégradation de ces germes, afin d'être capable d'obturer le système canalaire dans son intégrité et dans son entièreté. Donc ces objectifs biologiques, malheureusement, sont complexes à atteindre lorsque nous sommes face à une infection. Et beaucoup d'auteurs ont travaillé là-dessus. Appasalo, dans des travaux anciens qu'il a réactualisés plus récemment, a montré que 50 à 80% des canalicules dentinaires pouvaient être infectés, et en plus que la pénétration de ces micro-organismes pouvait être de 300 microns, et ça c'est José Siqueira qui l'a montré. Malheureusement, et on reviendra dessus, 35% des surfaces radiculaires ne sont pas préparées lorsque nous mettons en forme nos instruments. Peters a fait un très beau papier en 2001 et repris en 2004 là-dessus. Donc il y a des zones qui sont totalement inaccessibles à nos instruments et secondairement à nos irrigants. Donc quels sont les objectifs d'une solution d'irrigation? La première, c'est une solution antiseptique, bactéricide, virucide et bien sûr sporicide. Une action solvante sur les tissus organiques, accessoirement, ça peut nous aider à mettre en forme et à libérer l'espace endodontique. On doit aussi avoir une action solvante sur les tissus minéraux, une mise en suspension pour pouvoir éliminer les débris. Accessoirement, cela peut lubrifier nos instruments, et surtout on va chercher à avoir une absence de nocivité de ces solutions, donc une absence de toxicité, notamment sur les tissus mous périphériques de la dent, et si possible une faible tension de surface pour que ce soit facile de pénétrer dans les zones anfractueuses de la dent. Malheureusement, actuellement, aucune solution seule d'irrigation répond à la totalité de ce cahier des charges. Donc, nous allons devoir utiliser deux types de solutions. La première, c'est une solution antiseptique que vous connaissez tous, qui est l'hypochlorite de sodium, que nous utilisons généralement en Europe à 2,5 ou 3%. Vous pouvez la trouver toute prête et stabilisée dans le commerce, dans votre pharmacie, ou la fabriquer vous-même, et à partir de ce moment-là, il faut l'utiliser extrêmement rapidement, donc dans les 2 semaines qui suivent la préparation, en la gardant à l'abri de la lumière. Cette hypochlorite a un double rôle, un premier rôle physique, de lubrification des instruments bien sûr, mais aussi un effet de chasse des débris et de remontée des débris. Mais elle a aussi un effet chimique, antimicrobien, que l'on recherche en priorité, mais aussi de dissolution des débris organiques, parce qu'il arrive rarement que nous soyons capables de sortir la pulpe dans son entièreté, comme vous le voyez sur la photo de gauche. Et cet effet antimicrobien est le principal effet que nous recherchons en fait dans l'hypochlorite. Le gros avantage de cette solution, c'est qu'elle est facilement disponible et extrêmement peu chère.
Le gros problème de l'hypochlorite, c'est que l'on peut avoir des accidents avec. Il y a un joli papier de Zou que j'avais eu l'occasion de rencontrer aux États-Unis, qui présentait un poster au Congrès américain d'endodontie, avec des photos particulièrement impressionnantes. Alors rassurez-vous, c'est pas toujours comme ça, mais dans la totalité des cas, ça fait un accident de dépassement d'hypochlorite. Ça fait extrêmement mal, même sous anesthésie, et ça a des conséquences immédiates assez impressionnantes. Donc pour limiter ces risques-là, on va utiliser une concentration d'hypochlorite inférieure ou égale à 5%. C'est pour ça que le choix en France se porte souvent sur 2,6 ou 3%. On va chercher à avoir une aiguille à fenêtre latérale d'éjection, ou une double éjection. Je reviendrai dessus juste après, justement pour diriger le flux d'irrigation latéralement et non apicalement, et donc pas risquer ce dépassement d'hypochlorite. Une aiguille fine, donc on part en termes de gauge au point de vue du diamètre des aiguilles. Donc les aiguilles fines en endodontie sont des aiguilles de 30 gauges que l'on approchera de la limite apicale de préparation et que l'on arrêtera à 2 ou 3 mm de cette longueur de travail. Les seringues généralement utilisées n'excéderont pas 5 ml pour éviter d'avoir une différence de pression trop importante entre le piston et l'aiguille. La faible pression sera nécessaire sur votre piston pour avoir une faible éjection, une faible pression d'éjection au niveau de l'aiguille, et un débit qui sera inférieur à 3,4 ml. Et c'est à nouveau l'équipe de Zu qui a travaillé dessus et qui a calculé cela en fonction de la contre-pression des tissus apicaux. La solution alternative à cette solution d'hypochlorite de sodium est le digluconate de chlorhexidine à 2%, utilisé à 2% en endodontie. C'est un agent antibactérien à large spectre, dont l'action rémanente est bien connue en parodontologie et dont nous pouvons bénéficier aussi en endodontie. Sa toxicité est extrêmement faible, c'est pour ça qu'elle peut être utilisée comme une alternative à l'hypochlorite. Par contre, elle ne dissout absolument pas les substrats organiques et minéraux, donc son aide dans les anfractuosités est beaucoup moins importante que l'hypochlorite. Bettina Basrani au Canada a beaucoup travaillé sur cette solution-là et a fait un très joli livre sur l'irrigation. Et elle conclut qu'il n'y a pas de données qui justifient son utilisation en remplacement de l'hypochlorite. Donc les indications de mon point de vue de la chlorhexidine vont être les antécédents d'accident à l'hypochlorite, et éventuellement les infections rebelles aux procédures standards, où nous chercherons à utiliser d'autres solutions. Attention à l'inconvénient d'alterner directement l'hypochlorite et la chlorhexidine. Cela crée un précipité marron, voire très foncé, qui est toxique, du chlorhydrate d'aniline. Donc ça, il faudra, si on alterne les deux solutions, utiliser du sérum FI ou de l'eau entre les deux pour rincer, pour éviter ce précipité-là. L'autre type de solution, c'est un agent chélatant que l'on va utiliser, c'est l'acide éthylène-diamine tétraacétique que nous emploierons sous l'acronyme EDTA. Ça va être un agent chélatant des ions calcium et phosphate qui va avoir une extrêmement bonne déminéralisation partout où on pourra bien le délivrer. Donc c'est pour ça que l'on retrouve dans la plupart des publications une déminéralisation optimale dans le tiers coronaire et beaucoup plus faible dans le tiers apical. On l'utilisera en rinçage final pour éliminer la smear layer pendant au minimum 1 minute, en général c'est 1 à 3 minutes. Son objectif est de libérer les entrées des tubuli dentinaires pour donner accès à l'hypochlorite aux bactéries qui peuvent être présentes, comme on l'a dit, jusqu'à 300 microns dans les tubuli dentinaires. Cette solution est utilisée en général à 17%, mais si on rajoute des agents chélatants, des ammonium quaternèmes comme dans le salvisol, on va pouvoir utiliser une concentration inférieure de 8%. Donc ça a été le choix fait par Actéon pour obtenir exactement les mêmes effets.
Il existe d'autres agents déminéralisants comme l'acide citrique à 10%, l'acide maléique ou l'acide éthydronique sont aussi décrits dans la littérature endodontique. Pour les seringues maintenant, il va falloir choisir un mode de fixation qui soit le plus sécure possible. De mon point de vue, il faut absolument s'orienter vers des seringues luer lock, c'est-à-dire qui ont ce petit pas de vis au niveau de l'embout de fixation de la seringue pour bien accrocher la seringue et pour bien accrocher l'aiguille, pardon, et pour éviter que cette aiguille ne se sépare de la seringue sous la pression que nous allons mettre sur le piston. C'est extrêmement désagréable de voir un jet d'hypochlorite partir vers son patient et risquer de détruire une partie de ses vêtements. J'aime beaucoup les seringues qui sont colorées, comme en haut à gauche, ces seringues de chez Colten, qui vous permettent d'avoir plusieurs couleurs qui permettent d'identifier les solutions qui sont à l'intérieur. C'est extrêmement pratique. On choisira des seringues de 3 à 10 ml. En dessous, ça ne permet pas d'avoir une irrigation suffisante du canal. Au-dessus, ça génère un volume qui est très encombrant et surtout, on a du mal à gérer la pression que l'on met sur le piston et donc la puissance d'éjection au niveau de l'aiguille. Donc plutôt 5 ml, c'est un compromis qui est assez intéressant. Et on choisira des pistons avec caoutchouc pour que ce soit plus facile au niveau de l'éjection et plus fluide au niveau de l'éjection pour éviter les à-coups et donc les variations de pression importantes au niveau de l'aiguille. Les matériaux de ces aiguilles, il y en a 3 disponibles. Matériau acier, c'est le plus classique que vous retrouvez le plus facilement dans les catalogues d'achat des aiguilles. C'est le moins cher aussi, mais c'est le moins flexible, le plus rigide. Donc une des possibilités pour aller dans les canaux courbes, c'est d'utiliser du nickel titane pour sa souplesse, ou alors des aiguilles en polypropylène, comme la dernière aiguille développée par produit dentaire, l'Iriflex, sur lequel je reviendrai. Les types de sorties aussi sont extrêmement importantes parce qu'elles vont conditionner le flux d'éjection de la solution que vous avez dans votre seringue. Donc vous voyez sur le schéma de droite le type de flux que l'on obtient, qui sera très apical avec une aiguille droite ou une aiguille à biseau, qui sera un petit peu déportée avec une aiguille échancrée, et lorsque l'on a une fenêtre d'éjection latérale comme la D ou une double fenêtre comme la E, vous voyez que le flux est réparti uniquement sur les parties latérales de l'aiguille et donc du canal. Il existe aussi des aiguilles avec de multiples trous au niveau apical comme l'aiguille F, mais vous voyez là que les flux d'éjection sont extrêmement faibles et que les mouvements que cela induit dans la solution qui est éjectée sont extrêmement minimes. D'où l'intérêt d'avoir une aiguille comme celle-ci, comme l'Iriflex, qui est une aiguille qui est conique, donc qui va avoir un diamètre de pointe en 30 gauges et 2 évents. Ça permet d'avoir un flux laminaire de la solution d'irrigation qui est extrêmement performante grâce à sa conicité, alors qu'on ne l'en a pas sur une aiguille en acier comme en bas à gauche, parce qu'on a une conicité qui est nulle. Et en bas à droite, vous voyez que lorsque l'on a une aiguille à un seul évent, on va nettoyer qu'un seul côté du canal, malheureusement, ou sinon il faudrait qu'on tourne en permanence notre aiguille dans le canal, ce qui est difficilement possible, mis à part dans les dents antérieures.
Donc on a pas mal travaillé sur ce genre de différence au niveau de la faculté de Toulouse, avec plusieurs thèses qui ont été faites là-dessus, je ne vais pas vous les présenter, mais on a constaté que par exemple entre une aiguille Andonedel et une aiguille Iriflex, on avait une diminution de la quantité des débris et de la smear layer qui était déjà rien qu'avec une différence d'aiguille divisée par 2, et ce qui permettait d'avoir des qualités de préparation au niveau des surfaces radiculaires extrêmement bonnes, bien avant d'avoir une activation quelconque, comme je vais vous parler après. Donc quelles sont nos limites et nos contraintes lorsque nous irriguons? Les premières limites, elles sont de taille, c'est que 35% des parois radiculaires ne sont pas préparées par nos instruments endodontiques. Et ça, quel que soit, bon, à quelques pourcentages près bien sûr, mais quels que soient les systèmes que nous utilisons. Alors nous pourrons optimiser en fonction de la rotation ou pas, du type de profil ou pas, l'évacuation des débris et la qualité du nettoyage, mais ça n'empêchera qu'à la fin on aura un tiers des parois radiculaires qui ne seront pas touchées, et pire que cela, dans un canal comme ici en ruban qui est extrêmement plat, où nous pourrons nous évertuer à préparer la partie vestibulaire et la partie linguale ou palatine du canal. Vous voyez qu'en fin de préparation, nous avons deux magnifiques zones circulaires de part et d'autre du canal, et le canal, enfin l'isthme du canal, qui a été rempli par nos débris dentinaires. Donc c'est une véritable catastrophe si l'on n'est pas capable d'éliminer les débris que l'on aura poussés dans cette zone-là, puisqu'il restera des choses septiques à cet endroit-là, et donc qui risquent de générer un échec de nos traitements secondairement. Autre limitation, c'est la capacité de pénétration de nos aiguilles dans le canal. Alors, vous l'aurez compris, une aiguille en acier, de par sa rigidité, pénétrera moins facilement dans un canal dès qu'il y a une toute petite courbure. Donc on améliorera cette chose-là par la souplesse de l'aiguille, donc soit une aiguille en nickel titane, soit une aiguille en polypropylène. Et surtout par la taille de l'aiguille. Plus l'aiguille sera petite, plus elle aura tendance à arriver près de la longueur de travail rapidement. Donc ça c'est une étude que nous avons fait aussi, et pour illustrer cela, regardez, avec un instrument qui est en diamètre de 30, c'est déjà très correct, et 4%, vous voyez que nous sommes totalement incapables avec une aiguille de 30 gauche de pénétrer dans le tiers apical, et dans des conditions expérimentales où nous bloquons l'aiguille contre les parois canalaires, ce que nous ne recherchons pas en utilisation clinique, puisque nous gardons une aiguille qui est totalement libre dans le canal pour éviter tout risque d'accident d'hypochlorite. Et il faut vraiment soit augmenter le diamètre apical, soit augmenter la conicité pour être capable d'avoir une action dans le tiers apical, et donc atteindre nos objectifs biologiques de nettoyage dans ce tiers apical. Sur cette vidéo aussi, vous pouvez voir la quantité de débris que nous générons lors de nos préparations canalaires, ici avec 3 mouvements faits avec le toucher. Vous voyez que les débris en rotation continue ont tendance à être tirés vers le haut, sortis du canal, et vous voyez que là on a une quantité phénoménale de débris qui sont faits avec nos instruments de rotation continue, qu'il faudra enlever avec l'irrigation. Et vous comprenez aussi que lorsque l'on a un mouvement de réciprocité qui part un coup dans un sens, un coup dans l'autre, cette capacité de sortie de débris par l'instrument est beaucoup plus faible qu'en rotation continue, donc il faut être encore plus vigilant avec l'irrigation et irriguer beaucoup plus souvent avec la réciprocité qu'avec la rotation continue. Ce problème est encore plus accentué lorsque nous sommes face à un retraitement, où vous pouvez voir sur la photo de gauche la quantité de débris que nous sommes capables de générer en phase de retraitement. Donc là aussi, il faudra irriguer extrêmement fréquemment pour éliminer tous ces débris.
Problème supplémentaire, lorsque nous sommes face donc à une dent qui est infectée, et nous considérons qu'elle est infectée à chaque fois que nous retraitons aussi, c'est que la capacité, enfin la présence de bactéries dans le canal aura contaminé tous les tubuli dentinaires, et on retrouve beaucoup de bactéries dans toutes ces zones radiculaires, avec des zones totalement infectées. Alors je vous passe sur les chiffres, mais de nombreuses publications ont montré que la contamination dentinaire était très importante. Le problème, c'est qu'après notre mise en forme, après notre nettoyage, il reste 65% de racines infectées après la mise en forme canalaire. Donc il va falloir vraiment insister sur notre capacité de nettoyage, et on va être contré là aussi par la pénétration microbienne dans les tubuli, donc il faut se donner accès à ces bactéries-là dans les tubuli dentinaires, et c'est pour ça qu'il va falloir de façon fréquente donner accès à nos solutions antiseptiques à ces bactéries, et donc utiliser une solution de DTA pour éliminer la smear layer, la boue dentinaire que nous aurons générée avec nos instruments. Notre plus gros problème, c'est que il y a des zones qui ne sont pas accessibles à nos instruments, dû à la complexité anatomique que nous avons. De nombreuses études là aussi l'ont montré, avec des anatomies très complexes, comme vous pouvez voir là avec ces planches de Thomas Zeska, ou les travaux que nous avons fait dans le service avec Jérôme Michetti, dont vous voyez l'animation en bas à droite, et vous imaginez bien que ça va être très complexe pour nos solutions d'irrigation d'être capable d'atteindre toutes ces zones-là. On va rajouter encore un problème, c'est que dans nos molaires mandibulaires, le plus fréquemment, il y a des zones d'isthme, des zones isthmiques, c'est-à-dire des zones de communication entre les zones principales de nos canaux, donc le canal vestibulaire et le canal lingual. Ces zones isthmiques vont avoir tendance à se remplir de débris que nous générons lorsque nous faisons nos mises en forme. Donc il faut être très vigilant pour, dès le départ, être capable de débrider ces zones isthmiques, si nous ne voulons pas remplir totalement ces isthmes de débris, et donc potentiellement de bactéries que nous ne pourrons pas, une fois qu'ils seront compactés, éliminer facilement, et puis secondairement obturer. Donc dans cette étude, ils ont montré que les isthmes représentent quand même 21% de la surface, ou presque 10% du volume canalaire de ces racines mésiales de molaires mandibulaires. Donc c'est assez important, et 35% du volume de ces isthmes va être occupé par des débris dentinaires lorsque nous aurons fini notre mise en forme. Après obturation, le taux de remplissage moyen des isthmes n'est que de à peu près 60%, alors que le taux de remplissage des canaux est de 98,5%, ce qui est tout à fait correct. Donc nous allons avoir de grandes difficultés à débrider chimiquement ces zones isthmiques, mais aussi les zones apicales, puisque je vous ai expliqué que les aiguilles avaient du mal à y arriver, et notamment dans les racines où il y aura une courbure, même si elle est légère. Il faut rajouter à cela que le renouvellement de la solution d'irrigation ne se fait jamais 3 mm au-delà de l'aiguille. Donc il faut impérativement que notre aiguille soit capable d'arriver au moins à LT-3. Et sur l'animation faite par l'équipe d'Actal, donc là c'était Christos Boutsoukis qui a fait cette étude-là, nous voyons que le flux laminaire de la solution d'irrigation est vraiment efficace au niveau de la fenêtre d'éjection, et qui est très très faible au-delà de la pointe
l'aiguille d'irrigation. Donc pour pallier à cela, il faut être capable d'aller loin dans le canal, surtout lorsqu'il y a une courbure, et c'est pour ça que des aiguilles souples seront un gros avantage, comme un Liriflex, comme que vous voyez ici, pénétrer très très bas jusqu'à la longueur de travail, alors que toute aiguille en acier, vous voyez, bloquera dès l'entrée de la courbure. Et quel que soit le type de fenêtre d'éjection, vous avez beau forcer un petit peu, plier l'aiguille, vous n'arriverez pas à passer. Donc dans ce genre de racine, il faut vraiment choisir soit une aiguille en nickel titane, soit une aiguille en polypropylène, et l'Iriflex pour cela est une excellente aiguille qui nous permettra d'obtenir un bon nettoyage du tiers apical. Et ce tiers apical, il est vraiment important parce que dans cette zone-là, on va avoir des ramifications de façon relativement présente, avec soit des deltas, soit des dédoublements, beaucoup de choses très présentes dans les molaires, puisqu'on va être au-dessus de 15% de présence, un peu moins sur les dents antérieures, puisqu'on va être autour de 6%, et avec une forme qui est généralement ovalaire, donc des difficultés à nettoyer par nos instruments endodontiques. Donc on compte vraiment sur notre irrigation pour aller améliorer cette zone-là. Et pour couronner le tout, on s'est rendu compte que on avait une bulle de gaz qui était capable de se coincer dans cette zone-là, et il y a même Agarwal qui a montré qu'elle était systématiquement retrouvée. Le problème de cette bulle, c'est qu'elle empêche la solution d'irrigation, elle fait une espèce de parapluie à irrigant, et va repousser l'irrigation, donc ça va être extrêmement difficile de la gérer, et là aussi on y reviendra dessus, mais c'est l'activation de l'irrigation qui permettra de s'en débarrasser. Donc justement, quelles sont nos solutions par rapport à tous ces problèmes que je viens d'énoncer? Mais la première, ça va être d'optimiser la solution d'irrigation. Alors on va l'optimiser soit en la chauffant, mais surtout on va optimiser en la renouvelant souvent et en utilisant des volumes qui sont très importants d'irrigation, c'est-à-dire au minimum 2 ml d'irrigant à chaque fois que l'on irrigue dans chaque canal. Donc vous voyez que ça va de suite orienter le choix du volume de la seringue d'irrigation que nous allons utiliser. C'est pour ça que 5 ml c'est assez intéressant. Ensuite, pour optimiser les solutions d'irrigation, nous allons pouvoir utiliser différents systèmes que nous avons l'habitude de classer en fonction de la fréquence à laquelle nous allons l'utiliser. Donc au niveau infrasonore, on va pouvoir utiliser des cônes ou des limes, mais surtout des cônes de gutta que nous allons bouger à l'intérieur des canaux. Au-dessus, dans les zones basses sonores, nous avons des agitateurs de solutions, pour le dire gentiment, comme l'Endo Activator ou l'EDI. Dans les zones hautes des sonores qui commencent à avoir vraiment une efficacité au niveau canalaire, nous allons retrouver des dispositifs comme le MM1400 ou 1500 de chez Microméga. Et ensuite, ce qui est le plus intéressant, c'est la zone ultra sonore, avec des dispositifs comme l'Irisafe monté sur une pièce à main Satellect chez Acteon, qui vont avoir une fréquence de 30 000 Hz, ou l'Endo Ultra à 40 000 Hz. Donc ces zones-là, ce sont les zones qui pour nous vont être privilégiées pour l'optimisation des solutions d'irrigation. Alors on appelle ça en anglais la Passive Ultrasonic Irrigation, on dira PUI. Ça permet d'activer les solutions. Alors on l'appelle passive parce qu'il n'y a pas d'instrumentation simultanée. Et on ne cherche pas à modifier la mise en forme canalaire par ces instruments-là. C'est pour ça que nous utiliserons des instruments qui soient soit lisses, soit extrêmement peu actifs. Le top du top serait de pouvoir en même temps renouveler la solution d'irrigation, mais malheureusement les solutions que nous avons génèrent soit des précipités, soit sont extrêmement agressives par rapport aux
aux tubulures, aux cannelures, et donc génère des dégâts au niveau des générateurs à ultrasons. C'est pour ça que nous les utilisons rarement, mais c'est tout à fait possible, et si vous voulez, si vous pouvez le faire, c'est vrai que irriguer avec des ultrasons et en même temps renouveler la solution d'hypochlorite ou de DTA, c'est extrêmement efficace, et vous allez encore plus potentialiser cela. Alors cette PUI va générer un mouvement ondulatoire sinusoïdal avec des nœuds et des antinœuds. Au niveau des nœuds, vous avez très peu de mouvement de l'insert, et au niveau des antinœuds, vous allez avoir une zone maximale d'oscillation avec des effets maximaux. Nous pouvons le voir. Alors ne vous amusez pas trop à faire ça, parce que avec du bleu de méthylène, ça met un petit peu partout. Vous voyez que ça projette de la solution assez loin, donc il faudra avoir protégé notre patient. Bien sûr, il aura la digue, mais il faudra aussi un bon champ autour de lui pour protéger ses vêtements. Vous allez aussi créer une cavitation. Alors cette cavitation, c'est quelque chose qui est assez complexe et qui est extrêmement efficace. Donc je passe la parole. La cavitation est un phénomène simple à comprendre, mais qui peut devenir complexe à anticiper et éviter. On va s'intéresser à l'eau et son diagramme de phase, qui nous permet, en connaissant la pression et la température, de connaître l'état de celle-ci, liquide, solide ou vapeur, mais aussi les changements d'état. Par exemple, une eau qui bout à pression atmosphérique se situe sur la courbe entre l'eau et la vapeur à environ 100 degrés Celsius. Bref, imaginons-nous quelque part dans la phase liquide. Une conséquence de la conservation de l'énergie dans l'équation de Bernoulli nous dit grossièrement qu'un liquide qui accélère voit sa pression diminuer. Résultat, pour une température fixe, un liquide dont la vitesse change va se déplacer dans son diagramme de phase sur la verticale. Imaginons alors une vitesse assez élevée. La pression va tellement descendre que l'eau liquide va pouvoir devenir localement vapeur. Il y a cavitation. Et ça ne s'arrête pas là. La bulle créée va, en se déplaçant, se retrouver dans une région où la pression remonte. Elle va à un moment imploser avec une température élevée et une onde de choc. L'événement est court, quelques millisecondes, mais suffisant pour avoir des répercussions sur l'environnement proche. Et donc ça peut générer des dégâts, et c'est ce que l'on va chercher à avoir dans le canal sur nos bactéries, nos débris et tout ce qui s'y trouve. Rassurez-vous, ça ne générera pas de dégâts au niveau dentinaire. Alors là, c'est ce que l'on va faire dans le canal. Vous voyez des dégagements de ces bulles de part et d'autre de l'instrument qui oscille et qui crée cette cavitation. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que la nature aussi a utilisé cela, et ça va être la petite anecdote de la présentation. La crevette pistolet utilise cela pour mode de prédation. Dans cet univers sauvage que sont les fonds marins, une crevette pistolet affamée attend tapie dans son trou qu'une proie parvienne à sa portée. Cette fois, c'est un crabe. Il ne se doute de rien. Derrière lui, l'assaillante se glisse hors de sa cachette et s'approche sans bruit. En à peine 3 centièmes de seconde, c'est fini. Le crustacé referme sa pince si vite qu'il projette une bulle brûlante à près de 100 km/h. L'onde de choc produite est comparable à celle d'une arme à feu. Mais ici, la bulle implose et approche, l'espace d'un instant, les 4500 degrés. Autant qu'à la surface du Soleil. Avec une telle puissance concentrée dans un seul et unique appendice, une petite proie comme cette grande crevette nettoyeuse n'avait aucune chance. Elle a été instantanément neutralisée par l'onde de choc, et personne ne l'a jamais revue. Donc vous comprenez maintenant que cette implosion de bulles a un effet très important, et c'est surtout cette implosion qui va générer l'augmentation de la température de l'hypochlorite dans le canal, et qui va donc
générer l'effet escompté au niveau des bactéries. Donc c'est la chose la plus importante. Et cet effet de cavitation, donc là vous voyez l'instrument sur la partie haute du film, va générer des remous et un effet de cisaillement suffisamment important, puisque le biofilm que vous voyez accroché à la paroi va être capable de se décrocher et de se retrouver désagrégé et donc éliminé du canal. Chose que nous ne pouvons absolument pas faire avec uniquement un flux simple avec nos seringues d'irrigation. Et ce biofilm est systématiquement présent à l'intérieur de nos dents infectées. Donc si on le reprend schématiquement, et je remercie le Dr Rémi Balthazar qui m'a passé ces schémas explicatifs, si j'arrive à le dire, ces contraintes de cisaillement générées par les ultrasons vont permettre l'élimination des débris qui sont flottants, mais ce qui est surtout important, c'est de l'élimination de ce biofilm. Vous comprenez aussi pourquoi dans les modes de retraitement, cela pourra aussi décrocher certains bouts de ciment ou de guttaperca qui sont encore accrochés aux parois et qui ne sont pas accessibles aux instruments de rotation continue ou de réciprocité, et donc par ce biais-là, pourront être éliminés du canal. Donc ces contraintes de cisaillement ont beaucoup été étudiées aussi, avec différentes seringues. Vous voyez, ce qui est généré n'est pas très important, quel que soit le type de seringue. Par contre, en bas à droite, avec des ultrasons, vous voyez que les zones rouges sont extrêmement présentes, donc c'est là où il y a le maximum de contraintes de cisaillement, et c'est donc là que nous allons avoir le maximum d'effet sur notre biofilm. Donc cette PUI va permettre d'augmenter l'activité antimicrobienne, d'avoir une action de dissolution sur les débris organiques. Ça va augmenter la vitesse de réaction, puisque ça va augmenter la température aussi, et ça va augmenter le taux de chlore actif disponible. Je ne vais pas détailler toutes ces études, mais beaucoup d'auteurs, à la suite de l'équipe d'ACTA, ont travaillé dessus dans la deuxième partie des années 2000. Donc on a une augmentation de la température, on a une augmentation de la capacité de dissolution et de la mise en suspension des débris et des corps organiques. On a une réduction de la durée, donc du temps nécessaire pour décontaminer de façon optimale notre canal, ce qui est extrêmement intéressant. Et cerise sur le gâteau, c'est que à chaque fois que l'on aura une zone ismique, c'est-à-dire une communication entre deux zones canalaires, nous serons capables de débrider cette zone-là, et nous serons capables de la nettoyer, alors que si nous ne l'utilisons pas, l'isthme sera complètement rempli de débris organiques, minéraux et éventuellement bactériens. Donc nous obtenons un meilleur nettoyage, un meilleur débridement et une meilleure élimination des biofilms, et donc une meilleure capacité de pénétration de nos solutions d'irrigation partout dans le système complexe canalaire. Donc cette amélioration de la propreté du canal fait l'unanimité au niveau des auteurs. On a un meilleur transfert des solutions d'irrigation. On a surtout un meilleur débridement canalaire dans les zones difficiles d'accès, donc soit les zones latérales, soit les zones apicales. On a aussi une augmentation de la vitesse de dissolution des débris organiques, ce qui est très intéressant dans les isthmes et les zones inaccessibles. Riccardo Macedo a aussi étudié la cavitation, et il a montré qu'elle était répartie toujours entre l'insert et la paroi canalaire. C'est-à-dire que cette cavitation ne va pas au-delà de l'insert. Donc c'est pour ça que l'on cherchera à avoir une cavitation, une pénétration de l'insert relativement basse dans le système canalaire, et on verra tout à l'heure que notre objectif sera de LT moins 2 mm, donc longueur de travail moins 2 mm.
L'équipe de Macedo a aussi montré qu'il n'y avait absolument pas de cavitation pour les systèmes sonores de basse fréquence comme l'Endo Activator. Et donc c'était normal qu'on ait un meilleur débridement chimique des canaux latéraux et secondaires et des isthmes avec une PUI qu'avec une PSI. Jiang, c'est la même équipe, a montré que on avait un effet bien supérieur à la PUI qu'à la PSI. Par contre, chose importante, c'est que une lime K, donc de type endodontique, 25 mm de longueur, était plus efficace qu'un insert soi-disant designé pour faire de l'API, l'IRISafe. Par contre, bien sûr, on risque de générer des modifications de préparation canalaire, et toutes les deux étaient supérieures à une lime K25 en 21 mm de longueur. Donc il y a un impact de la longueur de l'insert, donc c'est assez intéressant lorsqu'on voudra le choisir. Donc plutôt choisir un insert long qu'un insert court. De Gregorio, lui, a travaillé sur la pénétration dans les canaux latéraux et trouve les mêmes types de résultats. Au niveau de la pénétration dans les canalicules dentinaires, donc dans les tubuli, Paragliola a travaillé dessus et a montré que les ultrasons étaient bien supérieurs dans l'extrême zone apicale par rapport aux instruments sonores. Par contre, on diminuait en efficacité et donc on n'avait plus de différence statistiquement significative dès qu'on s'éloignait un petit peu de la zone apicale. Si on regarde sur l'élimination des bactéries au sein des canaux latéraux, on retrouve le même type de résultats. Les ultrasons arrivent en tête, derrière les équipes sonores, puis le manuel et le passif tout seul à la fin. Donc si on n'a rien de mieux, utiliser un cône de gutta semble quand même intéressant pour limiter la quantité de bactéries résiduelles à la fin de notre traitement. Eugenio Pedula, en Italie, a lui aussi montré que la réduction de la charge bactérienne, il a utilisé Enterococcus fecalis une fois de plus pour le faire, avec l'Endo Ultra couplé à de l'hypochlorite, était supérieur à l'Endo Activator couplé à de l'hypochlorite, lui-même supérieur à de l'hypochlorite seul. Si on regarde par rapport à l'efficacité des lasers, c'est une question qui revient assez souvent, Amine a travaillé dessus, et à chaque fois, souvent sur les lasers, il regarde l'élimination de la boue dentinaire. Donc si on utilise de l'EDTA, la PUI, donc les ultrasons couplé à l'EDTA est plus efficace qu'un laser diode couplé à de l'EDTA, lui-même plus efficace à de l'EDTA tout seul. Mais attention, ces trois résultats sont des tendances et il n'y a pas de différence statistiquement significative. Donc on peut dire qu'ils fonctionnent exactement pareil à partir du moment où on utilise un laser diode. Et le laser diode étant meilleur que les ultrasons tout seul. Donc si on sort le DTA du schéma, le laser apporte un effet. Rouland, en Belgique, Rouland Demour a beaucoup travaillé et c'est une personne référente en laser. Lui aussi a eu des résultats sur la boue dentinaire et il a montré que le laser, donc ERIAG ou ERCR, je vous laisse lire le reste du sigle, était aussi efficace que la PUI. Un laser appliqué pendant 20 secondes avec des runs de 4 x 5 secondes et la PUI avec 3 fois 20 secondes. Donc le laser n'apporte rien par rapport à la PUI sur l'élimination de la boue dentinaire. Quelques images pour fixer les idées. Voici ce que fait l'Endoactivator dans un simulateur. Je remercie à nouveau Rémi pour ces films-là. L'Irrigatis a été proposé au départ avec un embout en acier qui était absolument inefficace. C'est pour ça qu'ils l'ont remplacé par un embout synthétique qui amène une efficacité. Mais vous pouvez voir que le maître cône
dans ce modèle-là, quasiment le même type d'efficacité. Donc on pousse sur les côtés la solution d'irrigation, et donc pour atteindre des zones infractueuses, ça peut être intéressant. Au niveau des ultrasons, là aussi on va retrouver dès le départ une bonne rentrée latéralement. Vous voyez aussi au niveau de la feuille de digue que ça projette aussi, donc pensez à 1, bien mettre la digue, et 2, bien protéger vos patients lorsque vous utilisez des ultrasons, et pensez à renouveler souvent l'irrigant, parce que vous voyez que le canal est relativement vide lorsque l'on sort, puisqu'il y en a une partie qui s'est échappée. Donc le protocole d'irrigation que je vous propose, et bien sûr il va être à adapter en fonction de chaque situation clinique, c'est que l'on va utiliser de l'hypochlorite de sodium dès l'ouverture de la chambre. On fera des mouvements coronaux apicaux de 2 à 3 mm d'amplitude avec notre aiguille. On cherchera à atteindre l'objectif de LT-2 sans bloquer l'aiguille dans le canal, puisqu'il faut conserver de l'espace autour de l'aiguille pour qu'il y ait un bon flux laminaire qui soit capable de remonter les débris. On utilisera de l'EDTA en alternance dans les cas infectés. Et pour notre rinçage final, on utilisera de l'hypochlorite, puis de l'EDTA, qu'on laissera agir 1 à 3 minutes, et on finira avec de l'hypochlorite, et ces deux solutions-là seront activées. D'ailleurs, pour le protocole d'activation, lui aussi adaptable en fonction de la situation clinique, on essaiera d'activer notre irrigation à chaque temps d'irrigation si l'on est face à une infection, puisqu'on va combattre notre biofilm et les bactéries, et c'est ça qui est notre mission principale. Là aussi on fera des mouvements coronaux apicaux de 2 à 3 mm d'amplitude, et on cherchera à atteindre LT-2, mais surtout ne pas dépasser cette zone-là. Et on cherchera à utiliser une activation de 60 secondes, alors surtout dans l'activation finale, peut-être un petit peu moins si on en fait en intermédiaire. Et ce qui se dégage ces dernières années, c'est que les séquences d'activation seront de 5 à 10 secondes, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un effet de blast au départ de l'activation, qui a un gros effet périphérique autour de l'insert. Donc il vaut mieux renouveler les démarrages de l'activation plutôt que de rester longtemps actif dans le canal, et surtout on renouvelle souvent l'irrigation. Donc un petit film à nouveau de Rémi Balthazar. Et donc vous voyez en mode irrigation finale le flux qui passe d'un canal à l'autre. Donc on a bien une activation qui passe dans l'isthme qui est présent entre ces deux canaux, dans quasiment systématiquement tous les cas au niveau des molaires mandibulaires. C'est une procédure qui est relativement longue, où on va alterner des démarrages et des arrêts pour atteindre les 20 secondes dans chaque canal. Alors on peut faire comme Rémi là, en restant dans un canal puis aller dans l'autre, ou alterner et faire des cycles dans chaque canal, c'est-à-dire le mésovestibulaire, puis le mésiolingual, puis le distal. Vous voyez qu'il y a une quantité de bulles qui se génèrent, hein, qui correspond à la cavitation, mais aussi à la remontée de l'hypochlorite. Voilà, d'autres cas cliniques, ici des molaires mandibulaires que j'ai traités, où vous voyez que du ciment a été capable d'être propulsé dans la zone interradiculaire en mésial, donc remplissant cette zone isthmique de façon relativement fine.
grâce à l'utilisation, dans ce cas-là c'était un irreflex, et de l'activation avec des ultrasons. Mais aussi dans un cas comme celui-là où on a une forte courbure apicale, donc j'ai mis en forme avec le système TwoShape et irrigué avec une aiguille souple, parce que le seul moyen de passer cette forte courbure apicale, c'était d'utiliser une aiguille en polypropylène pour être capable de nettoyer la zone apicale. Par contre, dans ce cas-là, je vous ai dit tout à l'heure qu'on perdait toute l'efficacité du phénomène acoustique de cavitation dans le canal dès qu'on touche une paroi. Bien évidemment, on ne descendra notre insert que jusqu'à l'entrée de la courbure et on ne pourra pas aller au-delà. Quelques cas cliniques d'amis, donc Rémi m'a passé quelques cas aussi pour que je vous les montre ce soir, avec des zones apicales où vous voyez des deltas qui ont été parfaitement bien obturés grâce à une bonne décontamination de la zone. Donc Rémi est maître de conférence en Nancy. Filippo Cardinali, que vous connaissez peut-être de style italiano, est un confrère qui m'a passé donc ces deux cas cliniques où on voit des communications dont je vous parlais tout à l'heure entre les deux canaux mésiaux des molaires mandibulaires, et même un canal qui a l'air de partir d'un des canaux pour rejoindre l'autre dans la zone apicale sur la radio de droite. Et ce n'est que grâce à l'irrigation que l'on peut avoir ce genre de solution. Un cas de Joe Benizak qui est en Israël, où là aussi vous voyez la lésion latéro-radiculaire que l'on avait sur cette deuxième molaire mandibulaire a pu être, enfin le canal qui correspondait à cette infection a pu être obturé grâce à une bonne irrigation, une bonne mise en forme, un bon nettoyage du canal. Un autre italien, de style italiano aussi, Riccardo Tonini, qui travaille pas mal avec Lando Ultra, avec une obturation dans la zone apicale d'un delta assez intéressant sur cette prémolaire qu'il a préparé et assaini à travers le bridge. Un cas de mon ami belge Jean-Pierre Siquet sur une deuxième molaire maxillaire infectée, là aussi mise en forme avec le TwoShape, avec une finition apicale en 40 centièmes et 4% avec le F40, et bien obturée avec des canaux latéraux que vous voyez dans la partie droite, dans la partie gauche de la radio de droite. Walid Neme, qui est professeur à l'université Saint-Joseph de Beyrouth, là aussi avec une lésion interradiculaire dont le pronostic est favorable puisqu'il y a une obturation du canal qui semble être en relation avec cette lésion-là et qui partait de la zone distale, de la racine mésiale de cette première molaire mandibulaire. D'autres cas de Walid avec des deltas apicaux parfaitement bien obturés et avec du ciment qui a pu fuser dans ces zones-là. Et pour finir, du cas de Jean-Philippe Mallet, qui est chargé d'enseignement aussi avec moi ici à l'université de Toulouse, où l'on a pu avoir de belles désinfections et de belles obturations, y compris dans des zones qui sont particulièrement difficiles, notamment entre ces deux canaux de la racine mésio-vestibulaire, où vous voyez qu'il y a une zone isthmique qui est profonde et qui a pu être obturée parfaitement grâce à un bon nettoyage. Cette première molaire mandibulaire aussi, où on a une obturation du troisième canal mésial, alors qu'il n'a été préparé que par le passage d'un instrument de sécurisation comme le 1G. Passfile, ce que vous voulez. Dans ce cas-là, c'était un 1G. Et ensuite, ce n'est que l'irrigation qui a permis de le nettoyer et une technique d'obturation, condensation verticale à chaud qui a permis de le remplir complètement.
Donc pour conclure et pour retenir quelque chose de tout ce que je vous ai dit, j'aimerais que vous reteniez que l'on utilisera deux solutions. Une antiseptique qui va combattre les bactéries. Accessoirement, elle pourra dissoudre les tissus, et une chélatante qui va nous permettre d'ouvrir les tubuli et donner accès aux bactéries qui sont derrière, et ça c'est extrêmement important. De l'hypochlorite donc dès l'ouverture de la chambre après la mise en place de la digue. Bien sûr, on ne peut pas envisager de décontaminer quelque chose si on ne met pas la digue, et on utilisera de l'EDTA de façon systématique en rinçage final lorsque la pulpe est vivante, justement pour libérer ces tubuli dentinaires et permettre à l'obturation de venir se fixer dedans. Mais on pourra aussi l'utiliser en alternance dès le départ pour gérer les cas infectés, puisque ça va être un élément perturbant au niveau du biofilm et qui permettra de l'enlever de façon plus aisée. Ensuite, on cherchera à avoir un flux laminaire important, et on recherche un effet de cisaillement important dans le canal, et ça c'est notre aiguille d'irrigation qui nous permettra de le faire. Donc l'aiguille de type Iriflex est assez intéressante. Une petite aiguille, donc 30 gauge, pour nous permettre d'aller le plus bas possible avec un objectif de LT-2. Et cet objectif est vraiment important puisque c'est le seul qui va nous permettre d'avoir un renouvellement efficace dans le tiers apical, et avec suffisamment d'hypochlorite amené dans cette zone-là pour décontaminer cette zone que je vous ai décrite comme étant extrêmement complexe. Et pour finir, il faudra activer tout cela avec des ultrasons, et plutôt des séquences courtes ultrasonores de quelques secondes, en renouvelant les départs d'activation de ces ultrasons. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Voilà, donc je vais répondre maintenant aux questions qui sont arrivées pendant la présentation. Et les premières que j'ai sélectionnées, c'est donc Dr Atlan qui me demande si on peut utiliser la chlorhexidine dans les canaux larges des dents immatures. Donc tout à fait, excusez-moi, je vais brancher. Voilà, puisqu'il est en train de se décharger. Donc la réponse est tout à fait, ça peut être une alternative intéressante de choisir la chlorhexidine si on a peur qu'il y ait un dépassement d'hypochlorite dans ces canaux-là. Mais en général, ce sont des canaux dans lesquels on n'a absolument aucun problème, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, puisque l'aiguille est extrêmement libre à l'intérieur du canal, donc on n'a aucun risque de la coincer et aucune raison d'avoir de l'hypochlorite projetée vers l'apex. Mais tout à fait, on peut concevoir d'utiliser de la chlorhexidine dans ce cas-là, sous réserve qu'on n'ait pas besoin de dissoudre les protéines de la pulpe encore vivante. Mais bon, si on a de la pulpe encore vivante, il vaudra mieux privilégier une procédure d'apexification plutôt qu'une procédure de traitement endodontique. Donc il y a eu des questions sur les différences entre les protocoles dents infectées, dents indemnes. J'ai répondu dans la deuxième partie de la communication. Donc juste reprendre ce point-là. Bien comprendre qu'il y avait une présence de biofilm dans les dents infectées. Et cette procédure donc d'irrigation devra être bien accentuée dès qu'on a une dent infectée. Donc activation beaucoup plus importante, utilisation de DTA, de mon point de vue, en alternance avec l'hypochlorite pour optimiser tout cela. Donc
Entre-temps, il y a une question où on me demande l'intérêt sur pulpe vivante d'alterner EDTA et hypochlorite. Ben non, pas d'intérêt, puisque le DTA dans ce cas-là ne va pas nous aider. Le DTA n'aura un intérêt que à la fin du protocole pour ouvrir les tubuli, pour permettre à notre obturation de pouvoir rentrer dans la zone dentinaire et pouvoir s'ancrer à cet endroit-là. Ensuite, j'ai alors intérêt pour les lasers, mais la question est arrivée avant que j'en parle, donc redire que d'un point de vue de la littérature, et uniquement de la littérature, il n'y a pas d'intérêt à utiliser un laser. Nos solutions arrivent à faire la même chose à partir du moment où on les active avec de la PUI. Mais si j'écoute tous mes amis endodontistes, ils sont tous persuadés que le laser leur apporte quelque chose. Donc si ça peut vous faire bien à la tête, vous pouvez utiliser le laser. Par contre, il n'y a aucune preuve scientifique à ce niveau-là. Et c'est vrai que la différence d'investissement entre un laser et une pièce à main ultrasonore, il n'y a pas photo. Je vous laisse faire le calcul. J'ai une question sur l'intérêt de l'ozone. Là aussi, je vais m'appuyer sur la bibliographie. Il n'y a absolument aucune preuve scientifique que l'ozone apporte quoi que ce soit. Alors, il n'y a pas beaucoup de papiers, malheureusement. Ce sont peut-être des études qu'il faudrait relancer. Mais donc, d'un point de vue scientifique, je vous dirais que non, il n'y a pas d'intérêt à utiliser l'ozone actuellement en endodontie. Une question sur l'eau oxygénée. Alors je vous remercie d'avoir posé cette question parce que c'est vrai que je n'en ai pas parlé du tout dans la présentation parce qu'elle n'a aucun intérêt, tout simplement. Donc l'effet qu'elle pourrait apporter est plus nocif qu'autre chose. Parce que si le dégagement gazeux qu'elle procure n'est pas capable de s'évacuer par la zone cervicale de la dent, elle le fera par la zone apicale, et donc on va se retrouver avec des emphysèmes à gérer qui seront monstrueux, et couplé à cela le fait qu'elle n'apporte rien d'un point de vue bactéricidique ou extrêmement faible, il vaut mieux la laisser au placard. Donc je vais essayer de reprendre tout ce qui arrive actuellement. Alors, le stop, alors une question d'une de mes étudiantes, Colline, qui me demande si le stop ne risque pas de descendre lors de l'activation. Et dans ce cas-là, comment être sûr de rester à LT-2. Donc en général, si on a un stop qui est bien fixé, il ne bouge pas sur une aiguille à ultrasons, parce que le déplacement qui se fait est un déplacement horizontal au niveau de l'insert, donc ça ne pose absolument pas de problème. Donc là, et puis visuellement, on voit très bien le niveau où l'on est, on ne fait pas de grande amplitude, mais pas de risque que cela descende. On me demande aussi les coordonnées pour trouver les aiguilles à double flux. Donc je pense que vous parlez des aiguilles Iriflex, c'est Produits Dentaires qui les fabriquent. Il y a plusieurs distributeurs en France. Le plus simple, c'est d'aller sur leur site, donc Produits Dentaires SA, et vous allez voir en fonction de votre localisation le distributeur qui est capable de vous les amener chez vous. Donc ça c'est extrêmement simple. Et celle de l'embout d'irrigation vissable sur la pièce à main Actéon, je pense que là c'est l'IriSafe dont vous parlez. Dans tous les magazines, enfin les ventes par correspondance, ou votre distributeur Actéon. Voilà, donc le nom c'est IriSafe, safe pour sûr. Alors, on me demande
si on peut utiliser de l'hypochlorite à 5%. Effectivement, l'utilisation d'hypochlorite à concentration supérieure peut être tentante, puisqu'on va avoir une meilleure bactéricidie, beaucoup plus rapide. Mais le bénéfice que l'on va gagner avec cette augmentation de cette concentration va majorer le risque en cas de dépassement au niveau apical. Donc en général, le choix est fait en France de rester sur des concentrations de 2,5 à 3%. Et si vous êtes capable de maîtriser parfaitement les risques de dépassement, 5% c'est pas insurmontable. Les Américains, Nord-Américains et les Brésiliens utilisent beaucoup le 5%. Il faut savoir qu'on va obtenir exactement la même efficacité qu'un 5%, juste en augmentant de quelques degrés la température de l'hypochlorite à 2,5%. Donc vous voyez qu'on gomme très vite les différences sans augmenter les risques. Alors, peut-on faire de la cavitation avec une lime ex-caveau montée sur Sony C-Flex? Alors, d'un point de vue physique, on ne peut pas faire de cavitation avec une oscillation sonique. Donc la réponse est non. Donc voilà. Par contre, on peut avoir une qualité de nettoyage tout à fait intéressante avec des éléments soniques, mais de haute fréquence sonique. C'est-à-dire que quand on va choisir du sonique, il ne faut pas choisir des soniques à 2000, 3000, 5000 Hz. Il va falloir se rapprocher des 20 000 Hz. Au-dessus de 14-15 000 Hz, on va commencer à avoir une véritable efficacité dans le canal. Donc si on y reste, on y passe un petit peu plus de temps qu'avec de l'ultrasonore, on va atteindre à peu près la même efficacité. Par contre, à ma connaissance, je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites sur l'efficacité sur le biofilm. Le biofilm est une gestion qui est assez complexe, que l'on va avoir bien gérée avec les ultrasons, que l'on n'aura peut-être pas avec le sonique. Y a-t-il des risques de fracture de l'instrument d'activation? Bien sûr, il y a des risques de fracture de cet instrument d'activation, mais ce n'est pas véritablement un problème parce que c'est un instrument qui est vraiment sous-calibré par rapport au diamètre du canal, donc il remontera assez facilement et donc il sortira très très facilement. D'autres questions? Y a-t-il est-ce que le diamètre de préparation est important? Le diamètre et la conicité de l'instrument de préparation est-il important? Et on me précise 4-6%. Alors c'est quelque chose qui a été débattu, dans lequel la communauté scientifique et endodontique n'est pas tout à fait d'accord. Donc ça va être difficile de trancher. Là aussi, il y a l'équipe d'ACTA qui a travaillé dessus et qui a montré que en fait, parler simplement de conicité, ça n'a pas de sens. Il faut associer à la fois un diamètre et une conicité. Donc oui, un diamètre qui augmente fortement va permettre de diminuer la conicité, et à contrario, une conicité qui augmente va permettre de diminuer le diamètre de préparation. Donc là, on s'inscrit dans des philosophies un petit peu différentes. Et donc, si je me souviens bien, c'était une équipe italienne à l'ESE, pas le dernier, celui d'avant, avait bien résumé en disant que
une conicité de 4% et un diamètre apical de 40 centièmes permettait d'avoir un nettoyage de qualité et une irrigation optimisée de qualité. Et sur une conicité de 6%, il fallait un diamètre minimum de 25 ou de 30 pour arriver à avoir le même type de nettoyage. Donc une association diamètre-conicité 4, 40, on atteint la performance, et 25 ou 30, 6%, là aussi on atteint de la performance. Donc, j'essaie de regrouper, parce qu'il y en a certains qui arrivent et qui sont en doublon. Donc Adrien Durand me demande si, avant l'obturation à la biocéramique, un rinçage au sérum physiologique est nécessaire ou un rinçage final à l'hypochlorite de sodium est suffisant. Là aussi, on a peu de recul sur ces points-là. Il est préconisé de faire, selon certains auteurs, un rinçage au sérum physiologique. J'avoue que je ne sais pas trop quels vont être les avantages ou les inconvénients de l'un ou de l'autre. Très personnellement, j'ai envie de dire que dans un cas sceptique, il est vraiment impératif qu'après le DTA, il y ait un rinçage à l'hypochlorite de sodium. Donc si vous voulez choisir d'avoir votre trame de collagène qui ne soit pas dénaturée par l'hypochlorite de sodium, il va falloir doubler les solutions. C'est-à-dire qu'il va falloir passer le DTA, l'hypochlorite de sodium pour avoir accès aux bactéries qui sont dans les tubules de façon suffisamment longtemps pour que la bactéricide soit efficace, puis renouveler à nouveau EDTA et sérum physiologique si vous pensez que vous avez besoin d'une trame collagénique totalement intacte pour votre ciment d'obturation canalaire. Alors, oui, remarque intéressante d'Éric Verdier, qui me dit les embouts d'irrigation souple que vous avez présentés sont, si j'ai bien noté, distribués par Produits Dentaires. Sauf erreur de ma part, Dentsply ne propose-t-il pas un dispositif équivalent? Vous avez tout à fait raison. C'est Produits Dentaires qui les fabrique pour Dentsply. Donc effectivement, ils sont distribués aussi par le réseau Dentsply. Donc merci d'avoir proposé cette remarque. Ça me permet de préciser la question qu'il y a eu juste avant. Alors on me demande, oui, alors c'est une question sur le séchage. Quel est le temps recommandé de pose des cônes de papier et faut-il le laisser longtemps ou plutôt le changer plusieurs fois? Alors c'est vrai que une fois qu'on a irrigué, avant d'obturer, il va falloir sécher. Ce point-là, de mon point de vue, c'est dès que le cône est imbibé, il faut le sortir, et on peut activer cette chose-là en soufflant avec notre soufflette à air transversalement sur le cône pour faire remonter par capillarité ce qui est dans le canal. Donc en général l'hypochlorite au moment où l'on sèche. Et bien sûr il faut renouveler les cônes de papier jusqu'à ce que la pointe apicale, le dernier millimètre apical de la pointe de papier soit sèche. Alors, on me pose une question sur quel appareil ultrasonique vous paraît le plus adapté. Je préférais ne pas avoir à citer de marque
d'un point de vue intellectuel. Je pense que tous les systèmes ultrasoniques sont efficaces, donc c'est plus sur un problème d'ergonomie qu'il faudra baser votre réflexion. Si vous avez déjà votre pièce à main ultrasonore qui est sur votre unité, ben, autant utiliser celle-là, que ce soit une EMS ou une Satellec. Si vous n'en avez pas, ce qui m'étonnerait, ou si vous préférez avoir une pièce à main dédiée et que vous ne mettez en place dans votre plateau technique que au moment de votre procédure endodontique, là l'endo ultras aura toute son indication puisqu'elle est sans fil et elle est particulièrement bien adaptée. Donc, Eric Verdier, une deuxième question. L'hypochlorite est distribué par 6%, pose-t-il des problèmes par rapport à ce que j'ai indiqué? Non, il ne pose pas de problème. Il est juste dans la tranche haute de ce que nous préconisons. Il faudra juste faire attention à ce qu'il n'y ait pas de dépassement. Mais ce n'est effectivement pas un problème. Par contre, il va être très efficace. Voilà, je réactive les questions. A priori, je pense que j'ai répondu. S'il y en avait une autre, mais sur quelle est l'instrumentation rotative la mieux adaptée pour la mise en forme des canaux, je pense qu'elle est hors du sujet de ce soir et je préfère répondre comme sur la conicité et le diamètre comme j'ai fait avant, donc 40 pour 40 centièmes de 4% pardon, 40 centièmes de diamètre apical ou 6% associé à un diamètre apical de 25 ou 30, ça c'est bien. N'importe quel système y répondra. Je ferai juste une distinction entre la réciprocité et la rotation continue. La réciprocité est un mouvement qui ne permet pas de faire remonter de façon efficace les débris dentinaires. Donc il faudra faire juste que quelques secondes à l'intérieur du canal et irriguer, beaucoup plus fréquemment qu'avec la rotation continue, où là le mouvement naturel fait remonter les débris, et où nous pourrons faire 3 mouvements, 3 allers-retours dans le canal, sans que cela pose de problème et irriguer secondairement. Donc faites attention les utilisateurs de réciprocité, irriguer de façon très abondante et très fréquente. Donc le maître mot de tout cela, et ça sera le mot de la fin, irriguer de façon importante, choisissez une bonne seringue, donc autour de 5 millilitres, une bonne aiguille comme les Iriflex en polypropylène et deux évents latéraux, et activez vos solutions avec des ultrasons. Avec cela, vous êtes sûr d'avoir un bon nettoyage et une bonne préparation. Voilà, ce webinaire se finit. Merci d'y avoir. J'ai une dernière question sur le glide. Oui, effectivement, le glide n'est pas considéré comme une solution d'irrigation. Il est utilisé pour faciliter la pénétration des instruments dans le canal. Et donc, il y a 2 études maintenant qui confirment ce que je dis depuis de nombreuses années. Donc le glide doit s'utiliser avec des instruments de cathétérisme manuel et uniquement avec des instruments de cathétérisme manuel, c'est-à-dire au tout début du traitement, et ensuite il doit être proscrit. Le glide va générer une espèce de boue qui va amalgamer les débris dentinaires autour de lui, qui va augmenter la contrainte que vous allez avoir sur les instruments canalaires, et donc risquer de fracturer vos instruments à cause de ça. Et en plus, c'est ce qui a été montré dans les études, la qualité de nettoyage quand on utilise le glide est bien moins importante que quand on utilise des solutions
liquide. Donc, s'il vous plaît, utilisez le glide pour vous aider à pénétrer dans des canaux qui sont minéralisés, où la descente dans le canal est complexe. Et dès que vous avez libéré un petit peu de lumière canalaire, vous pouvez mettre en forme élargir, et vous pouvez passer à des solutions d'irrigation liquide. Voilà. Mais je vous remercie à tous d'avoir suivi ce webinaire, et je vous souhaite une excellente soirée à tous. À très bientôt. Au revoir.